RCN. Le son de la différence. – 10h, 11h sur RCN, et puis c'est tout avec la communauté de pratique épilepsie Handicap Nord-Est. Et bonjour, bienvenue dans Et puis c'est tout, l'émission qui chaque mois traite des épilepsies. Et ce mois-ci, un sujet que nous avons choisi de traiter, le sujet des épilepsies et de la parentalité, notamment de la maternité. Pour ce, nous aurons des témoins et un professeur en épileptologie qui répondront à nos questions. Bienvenue tout le monde, on est ensemble jusqu'à 11h. 10h, 11h sur RCN, et puis c'est tout. Et avant de les présenter, je vous présente celle qui m'accompagne très régulièrement dans cette émission. Bonjour Céline. Salut Thomas. Comment ça va ce matin ? Ça va très bien. Alors bonjour Céline, je rappelle que tu es animatrice de la communauté de pratique épilepsie et handicap Nord-Est. Un petit mot pour nous expliquer ce que c'est ? Exactement. Alors, on est un collectif de personnes intéressées par les épilepsies, donc dans personnes épileptiques elles-mêmes, leur entourage, les professionnels, qui soient du secteur sanitaire, médico-social, tous ceux qui sont intéressés à nouveau pour venir réfléchir, construire, partager, développer des choses autour des épilepsies sont les bienvenus. Je profite de ce tout petit temps d'antenne pour remercier justement dans le cadre de cette émission. Et puis c'est tout. Là, vous voyez qui est autour de la table. Et vous nous entendez nous, mais pour autant on est tout un tas de collaborateurs qui concourent à cette émission et donc je tiens à les remercier. On est aujourd'hui à la 7e émission sur un cycle de 10, donc je remercie la Fédération EFAP, l'association Accueil Épilepsie Grand Est et l'association Épilepsie France, les services de neuropédiatrie et de neurologie du CHRU de Nancy, le centre de ressources épilepsie sévère et handicap rare et Ségolène Doyon qui concourent tous et toutes au choix des sujets, à l'organisation avec les témoins et au contenu qui sont proposés ici. Voilà. C'était bien merci à et tous. Important de les remercier, on les remercie tous évidemment. Avec toi Virginia, bonjour Virginia. Bonjour. Alors c'est une première Virginia. C'est ça. Tu es conseillère référente au centre de ressources épilepsie sévère et handicap rare. C'est ça. Ton métier c'est ? Je suis éducatrice spécialisée. D'accord, très bien. Et tu nous accompagnes sur cette émission et je vois que tu vas nous accompagner sur les suivantes également. Pour nous accompagner dans la thématique choisie aujourd'hui, je rappelle, on va parler donc de parentalité et d'épilepsie. J'ai le plaisir d'accueillir le professeur Louis Maillard. Bonjour professeur Louis Maillard. Bonjour Thomas. Ravi de vous accueillir. Vous êtes responsable du centre d'épileptologie adulte au CHRU de Nancy. C'est bien ça. Et avec vous, on va évidemment voir tout ce qu'on peut faire quand on est une femme, qu'on souffre d'épilepsie et qu'on a envie d'avoir un enfant. Et justement, on a deux témoins et je suis très heureux de vous accueillir toutes les deux. Il y a Marie. Bonjour Marie. Bonjour Monsieur Carion. C'est la première fois qu'on m'appelle comme ça à l'antenne, Marie. Bienvenue Marie, je suis content de vous accueillir. Vous êtes maman d'un petit garçon qui a 18 mois. Tout à fait. Et vous nous raconterez tout à l'heure que avant d'avoir cet enfant, vous souffriez déjà d'épilepsie. Exactement. Et vous nous raconterez votre parcours. À vos côtés, Sabrina. Bonjour Sabrina. Bonjour. Vous, votre enfant a 13 ans, c'est un garçon aussi ? Non, c'est une fille. C'est une fille, bah voilà, il fallait que je me trompe au moins une fois. Et alors, vous, le parcours est un peu différent. Avant d'avoir l'enfant, vous n'étiez pas, vous ne souffriez pas d'épilepsie. Oui. Votre maladie est arrivée il y a 10 ans. Il y a 10 ans. C'est d'ailleurs, je crois, le mois anniversaire juin du 2014, diagnostic. voilà. Et alors vous pourrez nous raconter aussi tout votre parcours quand on est maman, qu'on a des enfants à éduquer. Comment ça se passe quand en plus on souffre de troubles de l'épilepsie ? Oui. On va se raconter tout ça dans cette émission. Merci à toutes les deux en tout cas de la confiance que vous nous accordez en venant témoigner à notre micro. Aujourd'hui, comme chaque fois, vous le savez, on commence cette émission en écoutant la parole des gens qui, dans la rue, sont interrogés et on leur pose des questions sur la thématique. Aujourd'hui, Virginia, Céline, la première question qu'on leur a posée dans la rue, c'est Virginia. Alors, la première question était, est-ce qu'une personne épileptique peut devenir parent ? Eh bien, on écoute les réponses maintenant. Pour moi, oui. Écoutez, je pense qu'il y a assez d'études, il y a les traitements, il y a tout ça, donc je pense que oui. Ça, j'ose y croire. Et je pense qu'il doit y en avoir énormément des exemples comme ça. Et je pense pas que l'épilepsie soit un frein à l'éducation d'un enfant. Mais oui, pourquoi pas. Oui, à partir du moment où elle a un suivi médical, je vois pas ce qui pourrait l'en empêcher. Je connais pas grand-chose à l'épilepsie, mais je dirais que oui, s'il prend certaines dispositions. Il va se suivre par un médecin, j'imagine.
déjà. Ben oui, bien sûr, du moment qu'elle soit traitée et qu'on fasse attention au moment où ils veulent faire un enfant, ben oui, bien sûr. D'accord. Je pense que oui, puisque la médecine elle a bien avancé, donc normalement oui, il suffit juste qu'il y ait un suivi. S'il y a des médicaments à prendre, les prendre correctement et puis c'est sûr, normalement ça ne gêne rien en fait d'être parent. Je crois que oui. Mais après, je suis pas très renseignée sur le sujet, mais il me semble que c'est possible. Je pense que oui. Pour moi, l'épilepsie, déjà, c'est une maladie qui se soigne, je crois. Et donc, je suppose que ça n'empêche pas de fonder une famille. Bon, l'épilepsie, c'est une maladie qui se soigne, on l'entend. A priori, on peut donc, d'après les gens, être parent quand on souffre d'épilepsie. Qui veut réagir à ce qu'on vient d'entendre dans le micro-trottoir? Peut-être vous, professeur Maillard, parce qu'on entend beaucoup parler de la médecine, du suivi, et on y reviendra tout à l'heure, évidemment. Oui, les maladies épileptiques, comme la plupart des maladies neurologiques, en fait, sont compatibles avec une grossesse, d'une part, puisque avoir un enfant, c'est le concevoir, c'est les 9 mois de grossesse, et puis c'est toute la partie éducative. Donc c'est compatible dans l'immense majorité des cas avec une grossesse et avec la parentalité. Bien entendu, comme l'ont rappelé les personnes que vous avez interrogées, ça nécessite un certain accompagnement, un certain suivi médical qu'on pourra éventuellement aborder plus avant. On en parlera évidemment, oui, on en parlera notamment avec Marie, parce que vous avez donc conçu un enfant en souffrant d'épilepsie, donc vous nous raconterez tout à l'heure. Vous voulez réagir peut-être justement toutes les deux sur ce que vous venez d'entendre ? Je suis agréablement surprise d'entendre qu'un globalement, oui, on peut. Les gens pensent que oui, donc c'est... C'est pour vous, c'est positif d'entendre ça, oui, ça vous fait du bien d'entendre. C'est positif, oui. Marie ? Moi aussi, c'est vrai que je suis assez surprise, en fait, d'entendre que, malgré certains préjugés, on peut quand même devenir parent en étant épileptique, justement. Eh bien, c'est bien, on est là pour traiter des préjugés. Vous avez raison, Marie. Il y a beaucoup de préjugés, mais on se rend compte que finalement, là, globalement, les gens sont plutôt d'accord pour dire que si on est bien suivi, on peut, évidemment, en souffrant d'épilepsie, comme de beaucoup d'autres maladies, concevoir un enfant. La deuxième question qu'on a posée dans la rue, Céline ? Alors, la deuxième question était, y a-t-il des spécificités dans le suivi de la grossesse ? Eh bien, on écoute les réponses. Bon, je pense que leur grossesse peut être suivie correctement, comme toute autre grossesse. Dès l'instant où il n'y a pas de crise et qu'elle tombe, que ça fasse mal ou faire mal au bébé qui est là dans le ventre, normalement ça devait le faire. Peut-être de se faire dépister soi et dépister si l'enfant que l'on porte pendant la grossesse peut être porteur des, je sais pas si on dit des gènes sur l'épilepsie. Oui, il vaut mieux faire attention. Après, n'étant pas médecin, je ne saurais pas non plus dire précisément, mais il faut peut-être faire attention, oui. Je pense pour les médicaments, il faut faire attention par exemple, mais sinon, je sais pas. Mais du moment qu'elle est bien équilibrée, il faut peut-être qu'elle ait un suivi un peu plus important, il faut peut-être qu'elle ait quelques prises de sang, moi je ne sais plus maintenant. Vous voyez, il faut qu'elle soit suivie. Il y a un suivi médical quand même, quelque chose à mettre en place pour une personne qui est atteinte d'épilepsie et qui se retrouve enceinte. Oui. Après, je pense qu'il existe des centres médicaux, non, spécialisés là-dedans. Je suppose, je ne suis pas sûre, mais je pense qu'il existe des centres médicaux. J'espère du moins, parce que quand même, c'est assez réputé. C'est pas, voilà. Des spécificités. En vrai, je ne sais pas non plus, mais je suppose qu'il y a des facteurs qui peuvent influencer le fait de faire des crises d'épilepsie, sans savoir lesquels, mais voilà. Oh là encore, on sent que les gens sont plutôt assez renseignés. En tout cas, ils ont des idées assez claires et précises. Professeur Maillard, on entend la notion d'être bien équilibré. Est-ce que ça fait partie des critères importants quand on veut concevoir un enfant et qu'on souffre d'épilepsie? En quelques mots, on y reviendra tout à l'heure, mais peut-être déjà pour réagir à ce qu'on entend là. Oui, il y a beaucoup de bon sens dans les réponses que j'ai entendues. Il y a la question du risque des crises sur la grossesse, mais aussi du risque éventuel que la grossesse peut faire peser sur l'équilibre de l'épilepsie. Très clairement, le fait d'avoir une maladie équilibrée ou non équilibrée, c'est pas un critère qui va empêcher de faire une grossesse, mais c'est un critère vraiment qui va déterminer, je dirais, deux types de suivi un peu différents, évidemment, et un type d'accompagnement différent. On en reparlera et on reviendra un peu tout à l'heure aussi sur cette notion d'épilepsie en général et peut-être d'épilepsie plus rare aussi, de formes d'épilepsie plus rares. Mesdames, par rapport à ce qu'on vient d'entendre, vous, le suivi, et je m'adresse peut-être plus à Marie qui a connu ça, de ce que vous entendez, de ce que disent les gens dans la rue, est-ce que ça vous fait réagir? Est-ce qu'il y a des choses que vous vouliez en redire? Alors moi, quand ils disent que l'épilepsie, il y a des suivis, c'est vrai que moi, quand j'étais enceinte de mon fils, âgé maintenant de 18 mois, j'ai été
étroitement suivie vis-à-vis justement de mes crises et de mes médicaments. Parce que c'est vrai qu'il y a un moment donné où on a eu peur qu'il y a eu le taux de grossesse allait diminuer justement l'effet des médicaments. Et on a essayé, on va dire, de me faire des prises de sang réguliers pour savoir s'il fallait augmenter la dose de mes médicaments ou bien alors les stabiliser à ce moment-là. Donc on reviendra sur tout le suivi qu'on met en place, peut-être effectivement, professeur Maillard, vous nous expliquerez tout à l'heure. La dernière question qu'on a posée aux gens dans la rue, Virginia. Donc la dernière question était, est-ce qu'un parent épileptique peut élever seul son enfant ? Seul, ça c'est non, comme je vous ai dit tout à l'heure, moi je préfère qu'il y ait de la surveillance, quoi, parce que seul, non, on peut le faire tomber, on peut dans un moment de crise d'épilepsie, il y a toujours de la responsabilité, enfin, si on est parent, tout ça, bien sûr, mais maintenant je peux me tromper, je sais pas. Oui. Sauf qu'il y a ces crises, quoi. Il y a des réserves. Voilà, ça dépend peut-être de la fréquence des crises, de l'intensité des crises. Je pense que l'épilepsie, il y a plusieurs niveaux. J'avoue que dans ce cas-là, je sais pas, il faut aussi voir la fréquence des crises et tout ce qui peut arriver à cette personne-là et qui pourrait faire que ça peut arriver dans un moment où elle est isolée. Et je pense qu'il y a des protocoles qui peuvent être mis en place pour aider cette personne et être accompagnée au quotidien dans le cas de crises qui peuvent survenir. Je pense que c'est plus compliqué parce que quand on fait une crise, quand quelqu'un va faire une crise, qui va gérer, alors surtout quand c'est un nourrisson, après en effet, limite adopter un enfant un peu plus grand, pourquoi pas. En tout cas, je pense qu'au niveau de nourrisson, c'est plus compliqué en cas de crise. Mais après, il y a peut-être des choses qui sont mises en place aussi, je sais pas. Mais le fait d'être seul, de toute façon, elle peut être quand même accompagnée, elle peut avoir une aide, non, je suppose, non? Est-ce que ça existe pas, une aide À partir du moment où elle est suivie, ça n'arrive pas à toutes les 5 minutes d'avoir une crise d'épilepsie. Enfin, je sais pas trop. Là, vous me posez une colle. J'imagine qu'il y a peut-être des choses à mettre en place, parce que si on fait une crise, si on est seul et qu'on fait une crise d'épilepsie et qu'on a la responsabilité d'un petit être, il faut que quelqu'un puisse intervenir, qu'on sache qui appeler ou un bouton d'urgence ou je sais pas. Bon, pareil, beaucoup de bon sens dans ce qu'on entend, j'imagine, on va y revenir. En attendant, je précise quand même une chose, on fait pas des crises d'épilepsie toutes les 5 minutes. En tout cas, pour l'instant, on n'en a pas vu. Voilà, c'est bien de se le dire aussi. Parlons justement rapidement en un mot, professeur Maillard, sans tout dévoiler, mais est-ce qu'on peut éduquer seul un enfant quand on souffre d'épilepsie ? La réponse est oui, à condition, ou disons, c'est d'autant plus facile à imaginer que la personne qui a cette épilepsie est bien stabilisée avec les traitements. Parce que finalement, une personne bien équilibrée avec un traitement bien toléré, elle va mener une vie quasiment normale et la parentalité va dans le même sens. Bien entendu, lorsque les crises persistent, la réponse doit être beaucoup plus nuancée et adaptée à chaque situation. Ça va dépendre du type de crise, de leur fréquence, de l'âge de l'enfant et du type de geste de parentalité. Par exemple, on va transformer un bain pour un enfant qui est en un petit âge en une douche dans la baignoire plutôt que de mettre un bain. Donc il faut vraiment adapter à chaque situation les mesures qu'on va préconiser. Ça rejoint un petit peu ce que disait une des personnes qui parlait de protocole d'accompagnement peut-être. Oui, alors, il n'y a pas d'accompagnement médico-social, mais on va vraiment adapter les recommandations à chaque situation. Les patients peuvent bénéficier au sein du CHRU de Nancy de séances d'éducation thérapeutique qui vont aborder aussi ces questions-là, c'est important de le préciser, qui sont éducation thérapeutique, qui sont pilotées par le docteur Irina Klemina et madame Ludivine Rohrer, qui est infirmière en pratique avancée dans le service. Et c'est typiquement un sujet sur lequel l'éducation thérapeutique peut avoir un apport essentiel. On réexpliquera peut-être tout à l'heure ce qu'est l'éducation thérapeutique pour bien comprendre pour les gens qui n'ont jamais été concernés. Marie, vous êtes maman, votre petit garçon a 18 mois et vous vivez seule aujourd'hui avec votre enfant ? Alors je vis seule avec mon fils aujourd'hui, oui. D'accord, donc du coup par rapport à ce que vous avez entendu, il y a peut-être des réactions que vous avez ou des choses qui... Moi personnellement en fait c'est vrai qu'au niveau de l'accompagnement, parce que moi je suis épileptique depuis la naissance, alors mon épilepsie est due à une maladie rare qui s'appelle la sclérose tubéreuse de Bourneville. Et c'est vrai que en fait, ça a eu du mal à un moment donné à stabiliser. Heureusement que justement, j'ai toujours un neurologue qui a su quand même
stabiliser les choses et il est présent parmi nous. Il ne le savait pas lui-même. Et puis en fait, avant d'avoir ce projet justement de parentalité, j'ai quand même essayé d'essayer de stabiliser en tout cas mon épilepsie pour ne pas avoir de problème justement. Parce que mon épilepsie avant, j'en faisais 2 fois par jour. Ce n'était pas maintenant où je n'en fais plus. Ouais, ça fait un petit moment, je crois que vous en faites plus des crises. Ça fait 7 ans. 7 ans sans crise. C'est bien. Je touche du bois. Touche avec vous. Oui. Merci Marie. Et vous Sabrina, alors vous l'épilepsie est arrivée après, vous aviez déjà votre petite fille qui avait 3 ans du coup, c'est ça? Elle avait 3 ans et demi, elle était en maternelle déjà, donc c'était... J'entends dans le micro-trottoir des choses quand même assez positives. Allez-y, on vous écoute. Et les gens parlent de surveillance, de responsabilité, de sous-réserve et beaucoup de compliqué pour un nourrisson, donc je comprends la crainte des gens pour le bébé, pour l'enfant. Bon, moi, ma fille avait 3 ans et demi, j'ai dû lui apprendre comment je fonctionnais, comment fonctionnaient mes crises. Et on a fait cette espèce d'inversion, en fait. C'est elle, aujourd'hui, qui continue, du haut de ses 13 ans, de me protéger, en fait. Elle est devenue mon ange gardien, quelque part, de tous les jours, parce que je suis pharmacorésistante, donc je continue les crises, mais je ne fais plus les crises généralisées d'il y a 10 ans. Je suis passée, grâce aux médicaments, à des crises partielles, ce qu'on appelle des partiels simples. Donc c'est pas bien méchant, mais il faut quand même que l'enfant soit là pour l'avoir, m'aider. Donc c'est son quotidien. Très bien, on va en reparler tout à l'heure ensemble. On va revenir sur un certain nombre de choses qu'on a pu entendre, parce qu'il y a quelques craintes quand on est... J'entendais sur la grossesse, sur le moment de la grossesse, et sur effectivement le nourrisson, on y reviendra dans un instant. Je vous propose qu'on se laisse quelques minutes de respiration, avec un titre que vous avez choisi, qui s'appelle La vie d'abord. Ce titre-là, qui peut m'en parler ? Peut-être Sabrina ? Sabrina. C'est l'association Épilepsie France qui a créé ce clip, cette chanson, qui parle donc de l'épilepsie en général. Le son est assez gai, entraînant, avec une parole au début de José dans Scène de ménage, vous savez, Frédéric Borelli. Et donc la chanson est entraînante, il n'y a pas de « je suis triste, je vais mourir ». Mais on vit bien quand la on vie souffre d'une d'abord, maladie. Exactement. c'est le titre. Eh bien écoutez, je vous propose qu'on la découvre maintenant sur RCN, et dans un instant on revient et on continue de parler de ce sujet. Peut-on être parent quand on souffre d'épilepsie ? Vous l'aurez compris, la réponse est oui, mais on va détailler tout ça. La vie d'abord, c'est maintenant. 10h, 11h sur RCN, et puis c'est tout. Et ce matin, on traite du sujet « Peut-on être maman quand on souffre d'épilepsie ?» Je me tourne vers vous tout de suite, professeur Maillard. Je rappelle que vous êtes responsable du centre d'épileptologie adulte au CHRU de Nancy. Et je pense que c'est une question que vous avez quand même très souvent. Est-ce que quand une jeune femme qui vient vous voir, est-ce que je peux avoir un enfant ? C'est une question que vous avez souvent, ça, non ? C'est une question qui est extrêmement fréquente, et derrière cette question, en fait, elle se décompose en plusieurs interrogations ou plusieurs craintes. La première crainte, c'est est-ce que je risque de transmettre la maladie à mon enfant ? Quel est le risque ? La deuxième crainte, c'est quel est le risque qui accompagne en fait la prise du médicament pendant la grossesse, avec l'exposition du fœtus et de l'embryon aux médicaments. Et puis ensuite, bien sûr, c'est la question de l'éducation et de la parentalité, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc oui, bien sûr, c'est une question qui se pose extrêmement fréquemment. Pour les femmes, majoritairement, mais aussi pour les hommes. Et surtout dans le contexte où il y a plus en plus de familles monoparentales. C'est plus souvent avec la maman, mais parfois c'est avec le papa. Et donc, ça se pose très fréquemment. Et dans les questions posées, il n'y a pas la question de je suis enceinte, je fais une crise d'épilepsie, est-ce que c'est pas risqué pour... Si, bien sûr. L'impact de la grossesse potentielle, enfin des crises potentiellement sur la grossesse. Alors, si je peux apporter un élément de réponse... Justement, allons-y, c'est le moment. Alors, il y a vraiment 2 types de crises. Ça a déjà été évoqué par Sabrina dans son histoire. Il y a des crises qui sont ce qu'on appelle généralisées, d'emblée ou secondairement généralisées, qui vont s'accompagner d'une chute, de convulsions. C'est l'image qu'on a de la crise classique. Très clairement, ce type de crise-là doit être contrôlé le mieux possible pendant la grossesse, parce qu'en effet, elle peut mettre en danger l'enfant. Lorsqu'on a affaire à des crises qui sont plus petites, qu'on appelle des crises partielles ou focales, s'il n'y a pas de chute, s'il n'y a pas de moment de confusion prolongée, la crise en elle-même ne représente pas un danger pour le bébé, pour le fœtus.
Voilà. Ouais, donc en fait, c'est pas le plus. Donc chez les personnes qui sont bien contrôlées, bon, la question se pose pas. Chez les personnes qui sont pas bien contrôlées, on va vraiment mettre l'accent sur le plan thérapeutique, sur le fait de supprimer et de contrôler les grosses crises, les crises généralisées, et quitte à tolérer des crises moins importantes pour éviter une escalade thérapeutique, parce que comme toujours, on est sur une ligne de crête entre contrôler les crises d'un côté qui peuvent être dangereuses pour la maman et pour l'enfant, mais aussi éviter une escalade thérapeutique excessive qui serait aussi en retour dangereuse pour l'enfant. Mais donc, si je comprends bien, il y a quand même un espèce de prérequis qui serait sur un équilibre quand même de la gestion en tout cas, de la gestion des crises, quoi. Un équilibre sur les crises les plus importantes, ouais, c'est ça. Mais dans les crises, dans les épilepsies focales, qui sont les causes, les types d'épilepsie qui sont le plus souvent résistantes aux médicaments. Si on n'arrive pas à supprimer toutes les crises, comme c'est le cas dans 30% des patients, en général, les crises les plus fortes, les crises secondairement généralisées, on y arrive à les contrôler. Alors, on parle de ces crises-là, mais il y a aussi tous ceux qui ont des crises beaucoup plus, alors, je ne sais pas si on dit légères, en tout cas qui ont des épilepsies, et c'est la majorité d'ailleurs des personnes qui souffrent d'épilepsie. Du coup, cette question-là se pose un peu moins, j'imagine. Oui, c'est ça. Il faut chez ces patients-là, il faut s'assurer, il faut essayer de bien connaître les symptômes des crises, avoir une description très précise par les patients, par leur entourage, pourquoi pas des vidéos de l'entourage, pour qu'on soit en présence du symptôme et qu'on puisse évaluer le risque éventuel. Et dans la majorité des crises focales, comme je l'ai dit, lorsqu'il n'y a pas de chute, lorsqu'il n'y a pas de trouble de conscience prolongé, finalement, le danger que représente la crise pour le bébé, pour le fœtus, est minime. Vous parliez aussi donc du traitement thérapeutique et que c'est une question qui revient souvent et qu'on peut comprendre, l'impact des médicaments et j'allais dire de la chimie sur le fœtus. Qu'est-ce qu'il en est ? Alors c'est une question qui a été d'actualité il y a quelques années, c'est une question qu'on se pose depuis les antiépileptiques, depuis l'explosion du nombre de médicaments antiépileptiques dans les années 1970 et plus récemment 2000, puisqu'on est passé dans les années 70 à 3 médicaments antiépileptiques à maintenant plus de 30 médicaments antiépileptiques. Alors cette explosion, ce développement de nouveaux médicaments n'a pas forcément apporté une efficacité différenciante sur les épilepsies qui étaient déjà résistantes aux médicaments. Par contre, on a vu apparaître des médicaments pour lesquels maintenant on a un recul suffisant et dont on sait, grâce à des registres internationaux de suivi des femmes avec épilepsie qui prennent un médicament pendant la grossesse, on a identifié un certain nombre de médicaments dont on sait qu'ils sont compatibles avec la grossesse. C'est-à-dire qu'ils ne représentent pas un surrisque en termes de malformation pour le bébé à naître, mais aussi ils ne représentent pas un surrisque en termes de troubles du développement ultérieur. Pourquoi c'est important ? Parce que ces troubles du développement ultérieur, on ne peut pas les observer pendant la grossesse. La grossesse, elle aura beau être suivie, on ne pourra pas le prédire. On ne s'en apercevra qu'a posteriori, 3 ans, 6 ans après la naissance. Et donc ça, c'est tout un champ de recherche qui s'est énormément développé au cours des 10 dernières années et sur lesquels on a accumulé énormément de connaissances. Encore un petit mot, si vous me permettez. Bien sûr, allez-y. Pour les antiépileptiques les plus récents, malheureusement, tant qu'on n'a pas un recul suffisant de grossesse qui ont été exposés aux médicaments antiépileptiques, on ne sait pas. Mais ça veut dire qu'un patient qui a certains traitements peut voir son traitement modifié au moment d'une grossesse alors ? Avant. Merci de cette question, avant, et c'est la raison pour laquelle il est si possible, alors moi je dis souvent aux femmes en âge de procréer que je suis, de me prévenir quand elles ont un projet de grossesse, quasiment je dois être prévenu au même moment que leur conjoint. Je dis pas avant parce que ce serait gênant pour le conjoint qui pourrait mal le prendre. Vous risqueriez d'avoir quelques pépins. Mais quasiment, il faut m'en parler avant, au moment où l'idée commence à germer. Et même très souvent, quand on connaît un peu nos patients, on les suit régulièrement. Moi, j'aime bien connaître leurs conditions de vie, leur situation familiale, professionnelle. Quand on sent qu'il y a une relation affective qui se stabilise, c'est vraiment un sujet que moi je vais même anticiper et aborder. Est-ce que dans les années qui viennent, vous avez un projet de grossesse ? Parce que vraiment, ça va se préparer en optimisant au maximum le traitement, d'une part en termes d'efficacité sur les crises et d'autre part en termes de lourdeur du traitement. C'est-à-dire qu'on va essayer de minimiser la lourdeur du traitement, minimiser le nombre de médicaments et essayer, si nécessaire, de changer de molécules pour privilégier des molécules dont on sait qu'elles sont inoffensives pour le bébé. Et pourquoi il faut le faire avant ? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas dire tiens, j'ai le projet de grossesse là, je suis peut-être dedans. Qu'est-ce qui fait qu'il faut vraiment prévenir en amont ? C'est parce que les traitements peuvent avoir un impact encore après coup ? Non. En fait, il faut le faire avant pour vraiment préparer. Parce qu'en fait, si vous voulez, le cerveau, parce que c'est de ça dont on parle, le développement des organes, puisqu'en fait, les effets indésirables
éventuels de certains antiépileptiques sur le développement du bébé concernent le cerveau du bébé, mais aussi le développement d'autres organes. Et en fait, ce développement, il intervient dès le début de la grossesse, dès le premier jour de la grossesse, finalement. Hein. Donc, il s'agit de préserver toutes les phases de développement de l'embryon et du fœtus dès le début, en fait. Et donc, pour ça, il faut anticiper. Et une autre question donc, qui vous est très souvent soumise, c'est effectivement, et qu'on imagine volontiers, c'est est-ce que j'ai plus de risques de transmettre l'épilepsie à mon enfant ? C'est l'hérédité de l'épilepsie, est-ce qu'elle est avérée ? Qu'est-ce qu'on répond à ça ? Ouais. Alors là aussi, il n'y a pas une réponse univoque. La majorité des épilepsies sont des épilepsies acquises, en fait, hein, ou disons non transmissibles. C'est plus de 60% des épilepsies, et donc là, la question, elle est vite évacuée. Non, vos enfants, ils ont le même risque que moi, que vous, que nos auditeurs, d'avoir une épilepsie un jour. Ok, c'est-à-dire à peu près 1%. Ensuite, on a des épilepsies qui sont dites génétiques présumées, mais qui ne dépendent pas d'un seul gène, avec un mode de transmission bien défini. Dans ces épilepsies-là, globalement, on sait que le risque de transmission est d'environ 9%. D'accord. D'accord ? Donc ça veut dire, moi je vais essayer de voir le verre à moitié plein, ou à 90% plein, on va dire, ça veut dire vos enfants ont 9 chances sur 10, on va dire, de ne pas avoir cette maladie. Et puis, il y a des formes qu'on appelle monogéniques, qui sont liées à un variant pathogène sur un gène donné, une mutation ou une anomalie sur un gène donné, qui est un gène qui est présent dans toutes les cellules de la maman ou du papa qui est porteur, et où là, on va avoir un mode de transmission avec un risque qui est connu. Dans le cadre, par exemple, d'une transmission, ce qu'on appelle autosomique dominante, ce risque est de 50%. C'est au maximum 50%. Ça peut être moins. Voilà. Et donc, on va adapter notre message en fonction de ce que l'on sait de la maladie. Et c'est pour ça aussi qu'il est absolument capital, en fait, d'avoir un diagnostic le plus précis possible sur le type de maladie épileptique. D'où le fait de bien connaître ses patients avant, finalement, ce que vous disiez tout à l'heure. Le fait d'avoir un suivi régulier avant, de bien les connaître, d'avoir été le plus loin possible dans le diagnostic de la forme d'épilepsie, de la cause, dans l'optimisation du traitement. Et je voudrais encore ajouter, si tu me permets, Thomas, lorsqu'on envisage avec nos patients un projet de parentalité, un projet de grossesse, on a mis en place à Nancy depuis une dizaine d'années, en partenariat avec la maternité régionale, donc une collaboration avec des médecins qui sont parfaitement identifiés au sein de la maternité régionale et qui connaissent extrêmement bien toutes ces questions, en fait, hein, et donc qui vont accompagner dès la phase de préconceptionnelle, c'est-à-dire sous la forme d'une consultation préconceptionnelle, puis ensuite pendant toute la grossesse. Ça peut être un accompagnement un petit peu de loin en loin, en partenariat avec l'obstétricien ou la sage-femme qui suit la patiente, ou ça peut être un suivi complet à la maternité par ces gynécologues obstétriciens partenaires et parfaitement informés. Alors on se rend compte là quand on vous écoute, professeur Maillard, que globalement, la réponse est oui, on peut avoir un enfant et c'est hyper positif. Ah oui, bien sûr. Dans l'immense majorité, chez l'immense majorité des patientes, oui, bien sûr. Non, ça c'est une bonne chose, c'est bien de le dire, c'est bien de se le dire aussi. Bon, même si on est plutôt soulagé d'entendre que les gens qu'on a interrogés dans la rue ont la même vision et que ça confirme, enfin plutôt vous confirmez ce que pensent les gens, et tant mieux. Je me tourne vers vous maintenant, Marie. Alors vous, Marie, justement, vous souffrez d'épilepsie. Je vous ai pas demandé depuis quel âge vous souffrez d'épilepsie ? Depuis tout bébé, depuis ma naissance, en fait. Et alors, du coup, est arrivé un jour où petite fille ou plus grande fille, vous avez dit un jour, je voudrais avoir un enfant. Alors oui, il y a à l'âge de 20 ans, en fait, 23 ans, je suis tombée enceinte. Et malheureusement, je ne savais pas, en fait, ce que ça allait donner au niveau des traitements, justement, au niveau des suivis. Vis-à-vis aussi de la maladie de la sclérose tubereuse de Bourneville, ce que j'allais faire. Et en fait, j'ai décidé en fait d'avorter parce que je n'avais pas d'autres moyens. Et puis après ça, je me suis dit, bon, en vue quand même de mon état de santé avec l'épilepsie, je préfère quand même ne pas avoir d'autres projets de parentalité en attendant que mon état de santé soit stable. Et j'en ai d'ailleurs discuté avec professeur Maillard à ce moment-là, qui m'a rassurée, il n'y a pas de souci, sauf que voilà, il y a quand même des suivis à faire. Voilà. Et puis bon, ça s'est fait quand j'étais à Narbonne. J'ai énormément eu des suivis, des gynécologues, généticiennes qui m'ont accompagnée à Montpellier, justement. Et
Ce qui a fait que j'ai pu réussir à avoir mon petit Sullivan aujourd'hui, qui est épileptique lui aussi, mais il se bat comme sa maman, on dit. Donc un rêve qui s'accomplissait pour vous. Voilà. Ça a été extrêmement dur, mais voilà, ça s'est accompli et c'est vrai que c'est un combat tous les jours, mais un combat qu'on peut combattre. Je pense. Et en étant bien accompagné, on entend cette notion de suivi du coup dont vous parlez. Exactement. Au niveau surtout médical, je pense qu'on est capable d'affronter certaines préjugés, certaines choses de la vie. On entend un bel exemple là d'une maman qui a avorté quand même effectivement, parce que c'est là qu'on se dit l'information elle est vachement importante pour un patient. Pour peut-être éviter ce genre de situation. C'est quelque part une grossesse qui survient, qui n'était pas attendue et qui conduit à un avortement, surtout si c'est un avortement parce que ça n'a pas été anticipé, qu'il y a eu une exposition à beaucoup de traitements ou une information médicale insuffisante au préalable, c'est toujours un peu un échec pour nous, c'est évident. Donc voilà, il y a encore des progrès à faire, c'est évident. Dans l'accompagnement de ce type de projet, mais effectivement, voilà. Bon, c'est une histoire qui évolue bien, finalement. Qui est très positive, parce qu'effectivement, on voit que Sullivan est arrivé quelques temps plus tard et dans des bonnes conditions. La grossesse s'est bien passée pour vous? Alors, la grossesse, ça s'est très bien passé, vu que j'ai été suivie au niveau neurologique, cardiologie, néphrologie, enfin un petit peu tous les spécialistes en fait de Montpellier. Et malheureusement, j'ai dû être quand même... j'ai accouché à 8 mois et demi de grossesse. Parce que Sullivan, lui, il est grand. Il était petit, mais il est grand en taille. Donc, il fallait bien le faire sortir, quoi, en fait. C'est un grand gaillard, un petit, mais grand gaillard. Donc oui, ça s'est très bien passé. Je n'avais aucun souci que ça soit au niveau pulmonaire ou quoi que ce soit, puisque... C'est vrai que la sclérose tubereuse de Bourneville, il y a aussi des atteintes au niveau pneumologie. Et c'est surtout chez les femmes qui sont plus atteintes que chez les hommes. Justement, je voulais me tourner vers le professeur Maillard. Vous pouvez nous dire un mot sur cette forme d'épilepsie, la sclérose? Oui, c'est une maladie c'est une forme d'épilepsie qui est extrêmement rare, qui est à la fois d'origine, pour laquelle il y a effectivement un déterminant qui est génétique, mais c'est un déterminant génétique qui entraîne aussi, en fait, qui affecte le développement de différents organes, et en particulier le développement cérébral, et donc qui génère des malformations. Donc on dit aussi qu'elle est structurelle, parce qu'il y a une anomalie dans la structure du cerveau, et qui peut aussi affecter le développement d'autres organes. Donc Marie l'a très bien dit, ça peut être les poumons, ça peut être le cœur, ça peut être la peau, les fanères, c'est-à-dire les ongles, les cheveux, ça peut être les reins. Et ces différentes pathologies qui affectent différents organes, elles peuvent survenir à différents âges de la vie. Par exemple, sur le plan pulmonaire, chez la femme jeune, on va beaucoup surveiller la femme jeune. Sur le plan cardiaque, par exemple, quand ça se révèle généralement pendant l'enfance. Et lorsque ça ne s'est pas développé avant l'âge adulte, on est rassuré. D'accord. Sur le rein, par exemple, il faut le suivre pendant toute la vie. Voilà. On est vraiment sur une forme très, très particulière d'épilepsie, extrêmement rare et très spécifique. Oui, mais ce qui montre aussi que même dans ces formes-là, on peut avoir des enfants. Absolument, absolument. Qui est quand même un message très très positif. Quand vous étiez dans votre grossesse, Marie, donc vous saviez que alors bon, certes vous n'aviez plus de crise depuis un certain temps. Comment vous avez vécu l'idée de vous dire je vais avoir un enfant, et si ça revenait, les crises, tout ça, parce qu'on l'a entendu, ça fait partie des choses que disent les gens dans la rue. Peut-être le moment le plus délicat, c'est quand on a un enfant, on en reparlera avec Sabrina, et qu'on subit des crises. Pendant la grossesse, vous voulez dire? Et après, comment vous avez vécu psychologiquement l'arrivée de cet enfant? Alors psychologiquement, c'est vrai que cet enfant, du coup, Sullivan, il était déjà prévu avec son papa. Donc moi, personnellement, la préparation durant la grossesse, je n'avais pas vraiment de crise, je n'avais pas vraiment de soucis. En plus, j'étais très calme, j'étais bien tendue. Parce que quand je suis un petit peu stressée, c'est vrai que j'ai tendance un peu, les émotions, ça se mélange un petit peu. Et comme professeur Maillard a dit un jour, que c'est une symphonie et que ça risque de créer de l'orage, orage cérébral. Donc, non, après la grossesse aussi, ça s'est très bien passé malgré la fatigue, en fait, parce que c'est vrai que j'ai passé 72 heures, 24 heures de travail, salle d'accouchement, pour sortir Sullivan, oui. Vous êtes résistante. On va dire ça comme ça.
Mais oui. Endurante même. Oui, je vous remercie. Mais voilà, ça s'est très bien passé. Vous parlez de cette forme de symphonie qui peut devenir orageuse, hein, si je reprends un peu les termes. Ça veut dire quoi, ça, docteur Maillard? Ça veut dire que les émotions peuvent recréer des crises ensuite? C'est ça qu'on doit comprendre? Alors, il y a plusieurs questions dans la question. Ce que j'appelle symphonie, en fait, c'est une petite métaphore, une image que j'utilise pour essayer de décrire le fonctionnement cérébral. Et donc, c'est vrai que le fonctionnement cérébral, c'est un fonctionnement harmonieux où il y a, comme dans un orchestre symphonique, plein de pupitres et tout ça, ça travaille en bonne intelligence. Et finalement, dans la crise épileptique, l'émergence d'une crise épileptique, c'est comme si vous aviez le pupitre des percussions ou des cuivres qui se met à jouer sa propre partition n'importe comment et qui à un moment donné va créer une disharmonie qui peut soit rester localisée à ce pupitre-là qui va ensuite rentrer dans l'ordre, soit au contraire entraîner le reste de l'orchestre, et du coup c'est ce qu'on appelle la crise focale secondairement généralisée. Donc ça c'était pour la petite métaphore. Est-ce que les émotions peuvent favoriser des crises, et en particulier les émotions négatives? Très clairement oui. Très clairement oui, il y a énormément de patients qui le rapportent, et s'ils le rapportent aussi souvent, je ne pense pas que ce soit une rationalisation a posteriori, parce que il y a quand même toujours un côté imprévisible dans les crises, bien sûr, et il y a toujours ce besoin chez les patients de trouver a posteriori une raison pour laquelle ils ont fait une crise et qui leur permettrait d'éviter la prochaine. Mais je pense qu'au-delà de ça, il y a clairement un effet, et ça a été démontré maintenant dans de nombreuses études, il y a un effet évidemment du stress sur la survenue des crises. Maintenant, le but des traitements, c'est aussi de permettre aux patients de vivre un certain niveau de stress qui fait partie de l'existence sans que ça provoque des crises. Ouais, effectivement. Comment ça va avec votre enfant aujourd'hui? Il a 18 mois. Comment est la vie? La vie, elle est belle, malgré que c'est un combat, quand même. C'est un enfant. Et vous savez ce qu'on dit, un petit enfant, petit problème. Profitez-en. Merci, c'est gentil. C'est au moyen problème. Exactement, ça fait... Oui, mais vous êtes heureuse, vous êtes une maman heureuse. Oui, je suis une maman heureuse. Et c'est vrai que ce n'est pas rose tous les jours avec Sullivan, parce que lui aussi, il a des suivis médicaux au CHU Brabois enfant, pour cause justement de la sclérose subéreuse de Bourneville, puisque je lui ai transmis la mutation TSC2. Donc maintenant, il commence un petit peu à faire des petites crises. D'accord. Mais il est sous Sabril. Et donc voilà, on essaye un petit peu. Sabril, c'est un médicament, c'est ça? C'est un médicament, oui, anti-épileptique pour l'instant pour les nourrissons. C'est en poudre pour l'instant, puisqu'il ne peut pas prendre de comprimés. Et il est suivi par une neuropédiatre, Madame Docteur Clémentine Lambert. Et il a pas mal de suivis neurologique et cardiologie et néphrologie, puisque voilà, il a quand même quelques petits soucis au niveau des reins, au niveau cardiaque, depuis du coup ma grossesse. Et puis au niveau cérébral, il a des IRM et des EEG, etc. Enfin voilà. Si je peux me permettre d'intervenir, Thomas, je voudrais quand même rappeler pour nos auditeurs que cette forme de maladie épileptique qui est transmissible est extrêmement rare. Oui, c'est ça. Donc il ne faut pas en tirer des généralités. J'allais justement me tourner vers vous en disant là on est sur une forme rare effectivement et qui a transmis avec une transmission génétique. C'est ça, c'est la forme que je parlais plutôt de transmission qu'on appelle monogénique, où on a un risque de 50% de transmission en fait. Dans l'immense majorité des cas, il n'y a pas de risque ou c'est un risque minime. Effectivement. Bon, cela dit, voilà, l'enfant est là et malgré ce suivi, il y a du bonheur aussi. Et malgré cette pathologie, on peut vivre et bien vivre. Exactement. La preuve, on a Marie. Marie qui est rayonnante comme Sabrina, elles sont rayonnantes toutes les deux. Merci, c'est gentil, Thomas. Mais vraiment. Et depuis que vous êtes rentrée dans cette radio, vous êtes rayonnante, Marie. J'apporte le soleil, alors. Exactement. Je vous propose que dans un instant, on échange avec vous, Sabrina. Vous nous raconterez, vous aussi, avec votre fille, comment ça se passe. Vous nous avez glissé un petit quelque chose tout à l'heure en disant les rôles se sont un peu inversés. Vous allez nous expliquer ça dans un instant. On va juste se faire une petite respiration avec Christine Hennequin. Qui avait choisi ce morceau de Christine Hennequin? C'est moi. Et ben, en fait, c'est une chanson qui me fait penser beaucoup à l'épilepsie. Les paroles de la chanson, principalement. Je ne tiens pas debout. Et ben, on va l'écouter ensemble. Avec plaisir. C'est maintenant dans Et puis c'est tout. RCN. Et puis c'est tout avec la communauté de pratique épilepsie Handicap Nord-Est.
Et ce matin, on parle de maternité, alors de parentalité plus généralement, mais de maternité avec nos deux témoins, Marie et Sabrina, et d'épilepsie. Alors un message quand même qui est très positif, on s'aperçoit, et on va le redire quand même, que on peut avoir des enfants quand on souffre d'épilepsie, et que dans la majorité des cas, il n'y a pas de difficulté, simplement un suivi à mettre en place. Professeur Maillard, si je résume un petit peu en quelques mots, c'est ça. Oui, c'est très bien résumé, oui. Voilà, que effectivement, on a entendu le témoignage de Marie il y a quelques minutes, qui elle tombe dans les cas les plus rares et les plus difficiles, mais en même temps je trouve c'est intéressant de voir qu'il y a cette possibilité et qu'avec un bon suivi on peut vivre le plus normalement possible. Il y a effectivement des suivis médicaux à mettre en place, ça demande un peu de lourdeur j'imagine au quotidien, mais globalement on vit, on peut être et on est heureux comme ça, ça c'est important. Sabrina, alors vous votre parcours de vie est un tout petit peu différent, Sabrina, parce que vous, au moment où vous avez votre enfant, vous n'êtes pas encore épileptique. Oui, voilà, ma fille avait à peu près 3 ans, oui, donc elle était en maternelle. Et je faisais des crises nocturnes, des crises généralisées, mais comme je vivais seule, pour moi l'épilepsie, comme les préjugés d'aujourd'hui, je ne savais pas ce qui se passait, je faisais juste des cauchemars. Mais un dimanche matin, j'entendais de loin une voix, maman, maman, maman. Donc c'est ma fille qui m'a réveillée. Je me suis dit, là il se passe quand même quelque chose la nuit. À mon avis, c'est Dr Jekyll, Mr Hyde. Je dois me transformer, c'est pas possible. Et lorsque j'ai fait venir le médecin, il m'a parlé d'épilepsie. Donc là, j'ai pas compris parce que les préjugés, je les avais également. Donc, c'est pas possible. Je bois pas d'alcool. Je sors pas en boîte. Et je lui ai tout sorti. Donc, il m'a dit non, mais il faut aller voir un neurologue. Donc, la chance d'être sur Nancy et de faire les examens. Et professeur Maillard, oui, qui m'a annoncé, c'est en effet de l'épilepsie. Il faut s'adapter finalement. Et lorsque le médecin de professeur Maillard en parlait tout à l'heure, il disait qu'il utilisait des métaphores expliquées à un adulte. Vous imaginez ce que nous, quelle métaphore on doit utiliser quand on explique à un enfant. Et oui, c'est ça. Un enfant de 3 ans, parce que l'anecdote qu'a dit Céline tout à l'heure, c'est je me fais alpaguer par la maîtresse d'école qui dit voilà, votre enfant nous a dit que ce week-end, un monsieur venait chez vous pour vous mettre des claques. Oui, c'était... Oui, il faut l'expliquer, ça derrière. Voilà, dessus, il faut rebondir. Écoutez, c'est un pompier. Donc, je ne voulais pas crier non plus à tout le monde, à tout mon entourage que j'étais épileptique. Et puis, de toute façon, ma vie était parfaitement normale. Il a fallu s'adapter. Et il a fallu surtout que ma fille s'adapte à la situation. Il a fallu que je lui donne des clés, Parlons-en justement. Vous nous disiez tout à l'heure, parfois, les rôles s'inversent, notamment au moment de la survenue des crises. Complètement, oui. Comment vous avez préparé votre fille? Parce que 3 ans, il faut déjà lui donner quelques outils. Et c'est pas évident à 3 ans de donner des outils à son enfant. Oui, donc il a fallu que... On a de l'aide un petit peu comme le livre sur un orage dans la tête. Oui, et puis moi j'utilise aussi les métaphores que me donnait le docteur Clémina. C'était un orage en effet dans la tête et que maman tombait, elle se mettait par terre, il fallait juste attendre et qu'elle avait des réflexes qu'il fallait adopté. À 3 ans, on s'amuse, on joue au Playmobil et compagnie, mais elle, je lui ai montré comment utiliser un téléphone pour appeler ou un pompier ou une personne de ma famille, de mon entourage. On était toutes les deux à la maison, donc si la porte est fermée à clé du haut de ses 3 ans, comment l'ouvrir? Il a fallu qu'on adapte tellement de choses et puis lui expliquer, parce que maman, est-ce que tu vas mourir? Et qu'est-ce qui va se passer? Je ne te verrai plus. Parce qu'il y avait des phases où j'allais, quand je faisais une crise généralisée, je partais plusieurs jours pour faire des examens. Donc elle était gardée ou par le papy, ou par mamie, ou par le papa, ou par une copine principalement. Et bien souvent, les parents, ma famille avait tendance à lui masquer un petit peu. Où est-ce qu'elle est maman? Maman, elle m'emmène plus à l'école. Maman, elle vient plus me chercher. Qu'est-ce qui se passe? Et j'avais pas pensé, dans les moments-là, on pense à nos crises, à notre corps, à ce qui va se passer pour nous. Et j'avais pas pensé à l'impact que ça pouvait avoir. Et ma copine, qui est assistante maternelle, lui a dit, avec des mots d'enfant, c'est simple, maman, elle est chez le docteur parce qu'elle est un petit peu malade. Et elle fait des examens, et puis ça va aller, elle va rentrer, ne t'inquiète pas, elle t'a pas abandonné. Et ma fille, tout simplement, oh d'accord, voilà, il suffit simplement de
minimiser les choses, pas rien de dramatique. Les minimiser, mais les expliquer. Et les expliquer quand même, c'est important, pour qu'elles comprennent très bien. Quoi. Pas les masquer. Professeur Mailleur, il ne faut pas masquer un enfant, ce que bien sûr. Et, merci pour ce témoignage, Sabrina. Et c'est quelque chose, moi, en tant que neurologue adulte, dont j'ai pris conscience assez récemment, en fait, je dois dire, de l'importance des aidants et du rôle particulier des enfants, en fait, lorsque on a un parent qui a une épilepsie, et de parfois cet échange de responsabilité qui peut... et merci de nous sensibiliser à ça, parce que c'est clairement quelque chose qu'il faut probablement aussi mieux accompagner, en fait, ces enfants qui se retrouvent dans une position un peu d'adulte à la place de leurs parents, dans certaines situations de crise, mais parfois aussi peut-être... Je sais pas, peut-être d'anticipation, parce qu'en fait, entre les crises, il y a aussi la crainte ou l'anticipation qu'une crise puisse survenir, en fait. Et donc, je pense que c'est une dimension très importante à prendre en compte chez les enfants de parents dont les crises persistent malgré les traitements. Là encore, je précise, puisque évidemment, lorsque l'épilepsie est bien stabilisée, la question se pose différemment. Et j'entends aussi dans ce que vous dites, Monsieur Maillard, la nécessité que peut-être nous, professionnels, on soit en possibilité de proposer aux parents, pour son enfant, un tiers qui va venir expliquer avec des supports, avec des outils de sensibilisation, peut-être aussi recourir à l'infirmière en pratique avancée ou à... l'éducation thérapeutique, ça partie un peu du rôle aussi. Ou ce genre de choses. Je sais que c'est quelque chose que vous avez pu aussi mettre en place pour votre enfant. Une psy, parce que j'étais démunie, quoi, justement. Et votre enfant aussi, vous l'avez amené chez un psychologue ? Oui, justement, oui. C'est votre enfant que vous avez amené chez... Ce qui se passe, c'est que ma fille avait tendance à poser des questions autour de moi, mais moi, elle m'en parlait pas. Elle avait switché, elle avait vraiment pris le rôle, c'est moi la protectrice, c'est moi la maman, je suis là, ne t'inquiète pas. Mais elle avait évidemment ses questions d'enfant, et elle en parlait toujours autour de moi, mais pas à moi, donc je suis allée voir une psychologue, elle a été suivie pendant 1 an, et en effet, elle a dit, tout simplement, elle prend le rôle de protectrice, mais c'est pas négatif, c'est pas grave, c'est pas mal. Puis elle est protectrice au moment de la survenue des crises, en fait. Ou elle est protectrice tout le temps ? Non, tout le temps. Là, j'ai dû éteindre mon téléphone, sinon elle appelle tous les 5 minutes. T'es sûre, ça va, maman ? T'es sûre ? Elle a 13 ans aujourd'hui, là. Elle a 13 ans aujourd'hui, et donc c'est encore aujourd'hui... c'est encore, oui. Il lui arrive, quand elle est chez son papa, « Maman, il est 7h30, c'est l'heure des médicaments. » Je reçois un texto à 7h30. Remarque, comme ça, vous les oubliez pas. Ah, ben oui. Elle est mon alarme. Bon, mais en tout cas, preuve que voilà, on peut vivre aussi seul avec son enfant en souffrant d'épilepsie. Alors évidemment, en adaptant, en apprenant, en faisant de la pédagogie, je crois que c'est très important. Peut-être aussi en étendant le réseau des accompagnateurs, vous le disiez tout à l'heure, quand une crise survient, qu'elle puisse appeler quelqu'un de confiance, par exemple. Je lui avais montré sur le téléphone, il y avait une touche spéciale pour appeler directement papy. Ou les pompiers. Bon, c'est compliqué, un enfant de 3 ans qui dit maman elle est par terre, ou maman elle a fait pipi. Elle me l'a fait une fois, tiens, c'est une autre anecdote. Elle s'est approchée de moi, elle m'a dit, tu sais maman, ne t'inquiète pas, un jour j'ai arrêté de faire pipi. Oui. Donc il faut toujours prendre avec le sourire, justement. Elle me fait du bien, comme elle m'aide, et comme moi, j'ai pu l'aider quand elle était toute petite. Mais c'est vrai, j'ai le sentiment vraiment qu'on a switché, mais pendant les crises, mais c'est au quotidien quand même. Elle s'inquiète toujours, elle s'inquiétera toujours, je pense. Au moins, tu as quelqu'un d'appui, et surtout si je comprends bien, qui te renforce, en fait, dans tes quotidiens, surtout lors des crises, etc. Je trouve que c'est vraiment une merveilleuse fille que tu as. Oui, c'est une bonne poulette. Je te dis coucou, Charline. Et on l'embrasse. Et j'allais dire, c'est la question que j'allais vous poser. La vie est belle, Sabrina, pardon. Il fallait bien que je me retrouve une fois dans les prénoms. Sabrina, la vie est belle. La feuille. Je vais retourner. Oui. La vie d'abord et la vie est belle, oui. Merci beaucoup, Sabrina, pour votre témoignage. Et vous aussi, vous êtes rayonnante et restez comme vous êtes formidable. Je suis très heureux de vous avoir accueilli, et je suis très heureux parce que le message qu'on peut vraiment porter aujourd'hui, c'est de dire on peut être parent en souffrant d'épilepsie.
on se fait accompagner, on organise les choses, mais après ça se passe bien. Si je devais résumer, et si vous voulez bien, on va finir toujours, j'aime bien finir par un petit vrai-faux, et vous allez me confirmer, je vais poser des questions très rapidement, très brèves, vous me dites oui ou non, d'accord ? Et on vérifie tout ça. Une femme épileptique ne peut pas avoir d'enfant, tout le monde peut répondre, professeur Maillard aussi. Ne veut ou ne peut ? Faux, ne peut avoir d'enfant. Faux. D'accord, faux. Faux, complètement. L'épilepsie est héréditaire, on l'a entendu. C'est faux. C'est faux dans 90%. Dans la majorité des cas. Voilà, dans une grande majorité des cas. Il est impossible d'élever seul un enfant lorsqu'on est épileptique. On en a la preuve aujourd'hui. On a deux mamans qui élèvent leurs enfants. Une mère épileptique ne peut pas allaiter. Tiens, c'est une question qu'on n'a pas posée. Mais c'est quelque chose qui revient. Alors qui nécessite une réponse qui peut pas être vraie ou faux. C'est vrai dans certains cas et c'est faux dans certains cas, mais je veux pas aller plus loin. Alors moi, si je peux répondre, Thomas. Oui, Marie. Moi, en fait, par rapport à l'allaitement, malheureusement, c'était mon but, en fait, d'allaiter Sullivan, mais en vue de mes médicaments, et surtout du Trileptal, on m'a dit, non, c'est pas possible pour vous d'allaiter. Du coup, là, il est sous biberon. D'accord. On pèse, en fait, le rapport bénéfice-risque, c'est ça. comme pour toute décision importante. Et ça rappelle une chose, c'est qu'il est vraiment important que ce projet de parentalité soit aussi en partenariat avec le corps médical. Voilà, ça c'est très très important, je pense, de le retenir aujourd'hui. Les professionnels de santé en général. Les professionnels de santé, exactement. Merci à vous tous d'être venus participer à cette émission. Merci beaucoup Marie et Sabrina. Merci pour votre confiance. On est toujours très heureux d'avoir vos témoignages à l'antenne. Merci professeur Maillard. Je rappelle que professeur Maillard, vous êtes responsable du centre d'épileptologie adulte au CHRU de Nancy. Merci de nous avoir accordé de votre temps. Merci Thomas pour ces magnifiques émissions que vous organisez avec Céline. Oui, bravo. Et avec grand plaisir. Et merci à toutes les deux. Merci Céline et Virginia. Un dernier petit mot, quelques ressources quand même à donner. Et puis les thématiques des prochaines émissions. Quelques ressources, effectivement. Le Bureau international pour l'épilepsie a fait un très bon dossier sur femmes et épilepsie, donc qui reprennent pas mal de choses autour de la grossesse et du rôle de mère et qui donnent notamment tout un tas de conseils pratiques. Bain et alimentation, porter le bébé et les sorties, comment on fait au quotidien avec son enfant. Très intéressant. Un groupe Facebook, c'est Sabrina qui nous a donné cette ressource, les mamans épileptiques. Voilà, des réseaux de soutien, des réseaux d'entraide. Et puis pour les enfants, on a sur le réseau Handicap Rare différents ouvrages, donc on vous redonnera les liens sur le site de l'émission. Voilà, pour parler de l'épilepsie avec les enfants, c'est hyper important. Super. Et puis les prochaines émissions. Les prochaines émissions, donc là on fait une petite pause estivale. On se retrouve en septembre pour épilepsie et troubles cognitifs pour septembre. En octobre, épilepsie et scolarité. Et en novembre, épilepsie et impact sur la santé mentale. Eh bien, voilà. J'ai très hâte de vous retrouver au mois de septembre pour aborder toutes ces thématiques. Merci à tous et à tous de nous avoir suivis. On vous souhaite une très belle journée. Je rappelle que vous retrouvez l'émission en vidéo sur la chaîne YouTube RCN Nancy, bien entendu, avec toutes les ressources. Vous pouvez retrouver aussi le podcast de l'émission sur www.rcn-radio.org. Je vais y arriver. Belle journée à toutes et à tous. À très bientôt sur RCN. Merci Thomas. Merci. Au revoir. RCN, www.rcn-radio.org